Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir Sylvain, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Sylvain ? Ben ça va bien. Enfin... Bon, impeccable. Alors on est ensemble pendant environ 1 heure et pour ceux qui découvrent l'émission, vous pourrez poser toutes vos questions à Sylvain. Mais en attendant Sylvain, il y a une question qui revient tout le temps, systématiquement. C'est comme ça qu'on démarre chaque échange. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ? Ah oui, mon premier trail. Alors ça remonte déjà à quelques années. Le tout premier, c'était un trail en Normandie qui doit toujours exister d'ailleurs, qui s'appelait la Galopée à Franqueville-Saint-Pierre, qui était sur les côtes de la Seine, d'ailleurs, voilà. Et ouais, j'avais pas très bien couru d'ailleurs ce jour-là, je me souviens, mais je préparais avec quelques amis, je préparais les Templiers c'était la course dont on parlait évidemment à l'époque, qui était un peu la première course de trail vraiment marquante. Alors bon, j'avais déjà fait quand même quelques courses un peu nature qu'on aurait pu appeler trail, mais bon, c'était le tout début, c'était en 99, et donc juste après, j'ai couru mes premiers Templiers. Et voilà, bon, je découvrais à l'époque les Templiers, c'était la première course que je faisais au-delà du marathon. Donc j'étais très bien pour le coup, j'étais même assez surpris, j'étais bien pendant 55 km. Après, ça a été un peu plus dur sur la fin, mais ça reste quand même un souvenir assez marquant parce que justement, je n'étais pas non plus habitué à ce type de dénivelé, ce type de terrain. Le parcours était quand même pas facile. Il y avait une descente, je me souviens, qui était quand même particulièrement technique et tout ça. Et c'était vraiment une découverte, ouais. Et ça a fait déjà quelques années maintenant. Ouais, 99. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu sois venu au trail ? Qu'est-ce qui fait que cette discipline t'est plu plus qu'une autre ? Qu'est-ce qui a fait que tu en es venu à participer à ces trails-là ? Je pense que c'était... Alors, moi, à la base, j'étais coureur à pied, et j'ai toujours, dans ma pratique de la course à pied, j'ai toujours voulu varier les distances, expérimenter aussi un peu jusqu'où mon corps pouvait aller, Voilà, j'étais pas très spécialisé, même si j'étais quand même plutôt tourné vers les longues distances, mais typiquement... j'aimais un peu tout faire. Je faisais la même année, je pouvais faire du 800 et du marathon, et puis finalement encore, même après les Templiers, j'ai refait de la piste, du 800, tout ça. Donc je voulais un peu expérimenter. Et puis c'est vrai qu'au fil des années, typiquement, une fois mes études terminées, j'ai eu moins de temps aussi pour m'entraîner. Donc on va dire que l'aspect performance de la course à pied
m'a paru à partir de ce moment-là un peu plus secondaire. Et c'est vrai que le trail, surtout à cette époque-là, au début des années 2000, était un peu moins tourné vers la performance et davantage vers la découverte. Et ça m'a permis aussi d'explorer à la fois des nouveaux terrains de jeu, de découvrir aussi typiquement la montagne que je connaissais assez mal avant, de découvrir une autre façon de mener son effort, de pousser son corps plus loin. Et puis bon, c'était aussi pour moi découvrir un peu une nouvelle discipline qui était un peu en train pas de naître, hein, parce qu'elle existait déjà, mais elle était vraiment en train de se développer. Et forcément, il y avait une ambiance un peu pionnière qui était vraiment chouette à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qui m'a plu avant tout. Puis ensuite, c'est vrai que ça m'a permis aussi de voyager beaucoup, de rencontrer plein de gens, de découvrir plein d'endroits. Et c'était aussi cette connexion entre la course à pied, le voyage et la nature qui m'a plu profondément. Parce que c'était surtout ça que je recherchais, même bien au-delà finalement de l'aspect compétitif. D'accord. Et c'est un petit peu. Alors, quand j'ai regardé un petit peu ton parcours en préparant, j'ai vu que tu avais fait des études de lettres et que tu avais été aussi, juste après tes études, tu avais fait une petite expérience de bibliothécaire. C'est un petit peu contradictoire, en fait, ce côté bibliothèque où tu es dans un milieu qui est assez fermé, avec cette passion justement de la nature. Comment est-ce que tu expliques ça? Après, je l'explique parce que justement, effectivement, j'ai été littéraire, hein, j'ai fait des études de lettres. Alors après, tu fais des études de lettres, tu vas un peu vers les métiers qui te semblent les mieux correspondre. Après, moi, j'ai toujours aimé les livres. C'est aussi ça que les bibliothèques, ça pouvait m'attirer, hein, et je suis toujours quand même d'ailleurs encore très attaché aux livres puisque bon, maintenant j'en écris. Bon, ça me convient beaucoup mieux, hein, c'est aussi pour ça que j'ai changé de métier et que voilà. Après, quand j'étais conservateur de bibliothèque, je partais quand même beaucoup. J'avais commencé aussi à écrire dans la presse spécialisée, alors un peu comme un second métier, hein. Et puis au fur et à mesure, assez rapidement, hein, ça a pris beaucoup de place, et puis une place un peu de plus en plus importante. Et puis je me suis dit bon on va tenter le coup de switcher et de devenir journaliste spécialisé, ce qui était un peu une aventure, hein, aussi. Les premières années, c'était compliqué. C'était compliqué par rapport à quoi? Financièrement, après Oui. voilà, typiquement, c'était pas forcément compliqué d'une autre façon, hein. J'étais bien occupé déjà, mais bon, typiquement rentrer dans un métier où il n'y a pas beaucoup d'argent, par une porte un peu qui n'est pas la voie royale et tout, c'était assez compliqué. Mais bon, voilà, après avec la passion, on fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il fallait s'accrocher, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est toujours vrai, ça, que dans ce milieu-là, il n'y a pas beaucoup d'argent comparé à d'autres? Alors où je pense, oui, enfin typiquement, alors à la fois dans le milieu du trail et de la course à pied, il y a encore pas énormément d'argent, même s'il y en a davantage, hein, typiquement qu'il y a 15 ans. Mais bon, ça reste un sport où les enjeux économiques sont pas monstrueux, même s'ils existent, hein. Mais c'est vrai que si on les compare typiquement au tennis, au football, etc., à beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup plus d'argent, ne serait-ce que pour les pratiquants à partir d'un certain niveau, hein. Là, c'est vrai qu'en trail et en course à pied en général, il faut quand même atteindre un niveau plus que costaud pour espérer en vivre, hein, mais ce qui n'est pas forcément d'ailleurs non plus l'idéal que l'on poursuit en s'adonnant à la course à pied. Voilà. Mais bon, après, il y a toujours cette question-là, justement, de pouvoir vivre de sa passion. Alors après, il y a aussi l'autre aspect, c'est que le journalisme n'est pas non plus un milieu où les rémunérations sont très importantes. Et puis c'est vrai aussi que là, quand on écrit typiquement sur une chose qui nous passionne, à la base, voilà, on peut être aussi considéré comme, voilà, ça lui fait plaisir puisqu'il vit de sa passion, il travaille là-dedans. Mais sauf que c'est un vrai boulot et qu'on fait aussi, voilà, avec une structure professionnelle, des contraintes professionnelles, et donc voilà, on est tout à fait légitime aussi à gagner sa vie comme ça, parce que c'est un vrai travail, même si effectivement il y a un aspect passion qui est très important et qui continue de m'animer, hein, mais ce n'est pas uniquement
parce que c'est une passion qu'on peut considérer que tout doit être fait juste pour la beauté du geste, quoi. Bien sûr, et c'est quelque chose qui est valable pour tous les métiers. Finalement, dès qu'on est passionné de son métier, la question se pose pas pour d'autres métiers. Non, tout à fait. D'ailleurs, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Comment est-ce que tu faisais ou comment est-ce que tu fais, si tu le fais toujours, pour écrire et rédiger tout ce que tu rédiges pendant tes aventures et tes voyages? Bah écoute, ça c'est un peu une technique, hein, si tu veux. Alors c'est vrai que quand je suis sur une course, même si je cours un tout petit peu moins quand même en compétition depuis quelques années, même si ça m'arrive encore, hein, mais là typiquement, je vais écrire sur l'événement, sur la course, souvent raconter d'une certaine façon mon expérience. Ça peut être fait relativement vite même. Je pense que il faut quand même conserver une certaine immédiateté parce qu'il y a des sensations et des choses qu'on peut assez vite oublier ou qui sont en tout cas mieux à décrire quasiment sur l'instant. Et puis alors après, sur les voyages que je fais en itinérance, à la fois à pied, à vélo, etc., là, j'ai pas forcément de technique. Alors, quand j'avais mon blog, typiquement, je racontais souvent mes voyages au jour le jour, hein, donc c'était vraiment quasiment une discipline de vie, hein, puisque c'est vrai que typiquement sur mes chemins de Saint-Jacques ou quand j'avais fait la Via Francigena, je faisais des très grosses journées. Je courais à peu près 55-60 km par jour en moyenne, mais je m'astreignais quand même, hein, c'était un peu une rigueur, une contrainte à écrire un récit déjà bien construit et à le partager tous les jours sur mon blog et mes réseaux. Alors maintenant, c'est vrai que je fais un peu moins ça. Donc, je suis un peu plus cool et c'est vrai que les articles, les livres que j'écris sur les itinéraires je les écris avec un petit peu moins d'immédiateté, mais bon, je m'imprègne quand même toujours de mes impressions et j'en note quelques-unes, même si j'ai relativement une bonne mémoire, donc ça me permet quand même de ne pas non plus toujours tout rédiger. Puis c'est vrai que maintenant, souvent quand je suis en déplacement, j'ai d'autres choses à écrire. Typiquement, j'ai Wider à écrire ou un autre livre à écrire. Donc, je suis pas forcément, un peu moins dans l'immédiateté maintenant de raconter, monter, mais j'écris toujours en voyage, en déplacement. Ça, je suis très très habitué à le faire. Donc c'est un peu une technique et voilà. D'accord. Et comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses, à séparer quand tu écris un bouquin ou quand tu écris des articles pour Wider? Est-ce que tu arrives psychologiquement, ça doit être quelque chose qui doit être assez compliqué comme ça de passer d'un sujet à l'autre et puis on sait aussi que l'écriture, c'est quelque chose d'intellectuellement qui demande une bonne concentration, qui demande beaucoup d'énergie et de passer d'un sujet à l'autre comme ça, c'est pas compliqué ça au quotidien? Non, pas tant que ça, parce que déjà je suis très entraîné pour ça, donc ça m'est relativement facile. Après, comme tout le monde, il y a des moments où c'est plus ou moins facile et tout, mais c'est quand même aussi, pour moi c'est quand même une vraie technique, c'est mon métier, quoi. Donc effectivement, écrire c'est relativement facile pour moi, même si là typiquement en ce moment j'ai vraiment beaucoup de choses, beaucoup de projets, des projets d'écriture, et j'ai toujours Wider aussi qui m'occupe bien. C'est vrai que là j'étais un petit peu la période est un peu compliquée, mais à la limite aussi parce que avec la situation actuelle, j'ai moins cette espèce d'équilibre entre le voyage ou les déplacements, hein, même des déplacements très proches. Mais là, je suis un peu plus tout le temps chez moi, donc devant mon ordi, et c'est vrai que j'ai presque un peu plus de fatigue, voilà. Mais bon, j'ai aussi vraiment une grosse dose d'écriture en ce moment. Mais j'aime bien justement le voyage nourrit un peu ma plume, si je peux dire. Ça fait des bonnes coupures finalement pour se ressourcer aussi, j'imagine. Ouais, Alors, tout à fait. Et puis c'est justement, aussi, ça me contraint, si tu veux. Là, par exemple, si je marche pendant
6 ou 7 heures dans la journée, bon, bah, si j'ai que 2 ou 3 heures le soir, par exemple, pour écrire, je sais que je dois être efficace dans ce laps de temps et c'est pas forcément beaucoup plus difficile. D'accord. OK, c'est des formes de flow où tu es vraiment dans ton truc pendant un moment et puis Tout à fait. ouais, Je suis tu y a efficace et à la limite, j'ai déjà écrit une bonne partie des choses dans ma tête et voilà, parce que finalement, être devant son ordi, c'est juste de la réalisation pure, quoi, on va dire. OK. Non, c'est intéressant, je pose la question parce que sur mon blog, j'ai des périodes comme ça où j'ai envie d'écrire. C'est vraiment, ça vient, c'est une envie. Pendant une semaine, je peux écrire tous les jours pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures. Et à contrario, des fois, j'ai pas du tout envie. Ouais, non, bah, c'est sûr que C'est ça pour peut ça, être ça me... fluctuant quand même, hein, mais après, bon, c'est vrai que moi, ouais, d'une part, c'est mon métier, donc je le fais énormément. Alors après, il y a aussi, c'est un peu quand même comme la course à pied, hein, on finit par l'entraînement, on s'améliore aussi, hein, donc il y a une certaine facilité qui s'acquiert aussi au fil des années, je pense, hein. Et d'une pratique intensive quand même. Bon, la différence, c'est qu'on risque moins la tendinite et des choses comme ça. Et puis Voilà. la tendinite du poignet, maintenant, c'est... Ça va, non, avec le clavier, on y Alors, arrive. tu nous parlais un petit peu de Wider. Wider, comment est-ce que ça s'organise, la publication d'un magazine comme ça? Ça représente combien de personnes qui travaillent sur un numéro? Ça prend combien de temps de créer un numéro comme ça? Alors, bah écoute, nous, bon, la périodicité de Wider, c'est tous les 2 mois. Alors, en principe, bon, j'ai quand même déjà un an en avance à peu près une idée du sommaire de chaque numéro de l'année, hein. Donc là, on est passé à 7 numéros enfin, à partir de 2020 et je pense on va continuer sur ce rythme en 2021. Mais bon, typiquement, alors ça peut paraître presque étrange, mais la rédaction de Wider, c'est moi, quoi, en fait, hein. Ça se résume à une personne en termes de salariés, hein, donc à temps plein. Donc moi, si tu veux, je conçois globalement le magazine, hein, c'est-à-dire le sommaire, les thématiques, etc. Alors après, j'ai quand même des collaborateurs, surtout sur le papier, puisque Mmh. après il y a aussi tout l'aspect site internet qui est quand même aussi très important pour nous. Mais sur le papier, j'ai quand même des collaborateurs, alors qui peuvent être des collaborateurs réguliers, hein. Il y en a quelques-uns, Gilles Gilleron, Mokhtar Khan, ça qui écrivent quasiment dans tous les numéros. Donc eux, ils vont me proposer des sujets ou moi, je leur donne mes thématiques et puis je leur dis est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Voilà, ça va dans un sens ou dans l'autre, hein. Voilà, bon, il y a Bruno Poirier aussi qui me propose souvent pas mal de très bons sujets. Voilà. Et typiquement, voilà, je construis selon un peu à la fois les lignes de force du sommaire qui sont déjà prévus, de quelques opportunités que je peux avoir en termes de reportage. S'il y a un beau sujet avec des très beaux visuels, etc., je peux aussi voilà, l'improviser un peu plus. Et voilà. Mais bon, globalement, moi, je conçois. J'ai donc des collaborateurs qui écrivent des articles. Moi, j'en écris une bonne grosse partie aussi quand même, hein. Et puis voilà. Et puis après, on a, je reçois les textes, je les relis, voilà, je les recoupe de temps en temps pour, voilà, on va dire que j'harmonise le tout. Et puis ensuite, il y a le travail aussi qui est mené avec la graphiste, hein. Enfin, en général, j'ai une graphiste, hein. Et voilà, donc il y a quelques allers-retours évidemment pour la maquette. Et puis tout ça se fait relativement vite parce que c'est vrai qu'un magazine, en 2 mois finalement, c'est relativement court, hein, surtout Mmh. qu'effectivement, on n'est pas très nombreux dans l'équipe, quoi. Voilà. Donc, mais Là, bon, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on peut imaginer comme ça qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dessus derrière. Donc ça, on se rend compte encore plus de ce que tu nous disais juste avant, que ça représente quand même pas mal de temps de travail, toute cette histoire. Ben oui, oui, oui. Puis effectivement, il y a aussi quand même l'aspect. Alors, si j'avais que les magazines papier, je pense que je me baladerais presque, mais c'est vrai que le site internet prend quand même beaucoup de temps aussi parce il faut y être un peu tous les jours, quoi.
pas H24, mais c'est vrai que bon, typiquement, moi, je publie quand même souvent samedi, dimanche, pendant mes vacances. Donc ça s'arrête un peu jamais. Et ça, c'est vrai que le site internet, je fais également les réseaux sociaux. Alors là, heureusement, je fais pas trop l'Instagram de Wider, ça ce qui est quand même cool. Mais sinon, je fais et le Twitter aussi. Il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Mais bon, Facebook, c'est quand même le gros notre réseau social le plus important et je le fais aussi. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça à gérer en même temps. Donc voilà. Mais c'est ce qui fait aussi que T'ennuies c'est. pas, quoi. Non, voilà. C'est stimulant aussi. Donc, Ok, ça marche. Alors, on a une question de Fleur qui nous demande quel a été le trail ou l'aventure le plus marquant émotionnellement et pourquoi que tu aies fait? Ah, c'est difficile comme question parce il y en a quand même plusieurs qui m'ont bien marqué. Alors, si je parle de trail, vraiment de trail organisé, je pense que bah, l'un des plus marquants pour moi, bah, il y en aurait deux parce que c'est des trails aventure un peu qui m'ont marqué, hein. Il y a l'E-Mile Race que j'ai fait couru en 2010, hein, donc qui est une course un peu folle, hein, organisée par un collègue qui est aussi un des grands pionniers du trail, hein, Bruno Poirier, hein, qui travaille pour Ouest France notamment. Et donc ça consistait à relier bah, le mont Kailash au Tibet, au camp de base des Annapurna, enfin aux Annapurna. Donc c'était à peu près 1000 kilomètres à travers l'Himalaya. On a fait 13 cols à plus de 5000 mètres. On a quand même traversé des régions du Népal qui sont assez peu hospitalières. Donc c'était vraiment ouais, au-delà d'une course, c'était une belle aventure et c'était quand même très chouette. Après, une autre course qui m'a marqué, ben, beaucoup enfin, plus récemment, c'est le Trail aussi, qui est une course, alors là, il y a des déclinaisons maintenant qui se font un peu partout, hein. En principe, je vais aller au Cap-Vert avec l'équipe d'organisation du Trek là pour une nouvelle épreuve, un ultra trail sur l'île de San Antao au mois de mai, si tout va bien. Mais à la base, c'était une course qui avait lieu au Tchad, dans le désert de l'Enedi, qui est vraiment aussi typiquement un désert assez fantastique avec des grandes arches naturelles, des sculptures minérales qui sont vraiment impressionnantes. Et puis c'est un lieu un peu vraiment loin de tout, quoi, très sauvage. C'était une course de 200 km en non-stop et c'était quand même aussi il faisait très chaud et comme moi j'ai souvent du mal avec la chaleur, j'ai beaucoup couru sous la chaleur mais j'ai du mal. Et là ça s'était bien passé donc du coup j'en ai un très fort souvenir aussi. Ok. Voilà. Et après j'ai d'autres aventures plus personnelles qui m'ont beaucoup marqué, bah, comme mes chemins de Saint-Jacques, la Via Francigena aussi, donc où j'ai couru et marché de Canterbury à Rome et ça c'était une très belle expérience aussi. Et justement, toi qui as parcouru le monde comme ça, à pied, à vélo, il y a un sujet qui revient souvent sur l'émission dans les personnes qui sont allées aux États-Unis faire des courses. Ils me disent souvent qu'il y a une ambiance qui est vraiment particulière aux États-Unis comparée à l'ambiance qu'on connaît sur les trails français ou européens. Est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a une ambiance comme ça par continent ou par pays qui change en fonction des cultures des pays? Tu trouves que ça change vraiment l'ambiance ou est-ce qu'il y a un esprit trail international? Alors, je pense qu'il y a quand même un esprit trail un peu international parce que bon, ouais, on est quand même tous réunis justement dans cette communion de la course et de la nature. Alors après, c'est vrai quand même que bah, typiquement de la petite expérience par exemple que je peux avoir du trail aux États-Unis, même si j'en ai pas couru beaucoup là-bas, et c'était des petites courses, mais quand même c'était il y a une espèce de côté très détente et un peu, on fait une course avec quelques bouts de pas grand chose. Allez, trois, quatre personnes pour faire les ravitaux. Là, la course à laquelle je pense, c'est une course dans un parc naturel, mais on faisait des tours, hein, typiquement, c'était des boucles de 5 ou 6 miles, 8 km à peu près. Donc, voilà, mais c'était vraiment très convivial et puis très simple en fait, hein, voilà. À la fin, il y avait un barbecue avec des bières et des burgers et puis tout se passe bien, quoi. Et c'est vrai que je pense que ça c'est un esprit qu'on trouve quand même dans les courses, les petites courses en Europe, mais
qui est peut-être un petit peu moins présent maintenant, une espèce de simplicité, quoi. Voilà. Après, sur les autres continents, parce que j'ai quand même couru un peu partout, bah, ça dépend aussi un peu du niveau à la fois de la connaissance de la pratique et puis du niveau de vie aussi du pays. Donc c'est vrai que là, les ambiances peuvent être un petit peu différentes, mais il y a quand même souvent un bel enthousiasme. Alors aussi peut-être parfois des choses d'un peu plus bon, on peut pas parler de naïveté, mais ouais, un peu, voilà, quelque chose de, ouais, ils sont typiquement même en Chine, par exemple, et bon, ouais, ils y vont, quoi. Allez, ils ont pas trop peur, et puis, mais c'est quand même globalement, c'est souvent très convivial et très, très chouette. Alors après, forcément, ouais, chaque pays a un peu son ambiance. Et ça se retrouve bien. Bah, typiquement aux États-Unis, oui, on sent quand même dans la petite expérience que j'ai, c'était très américain et c'est vrai que j'avais aussi un peu senti cette ambiance-là sur les quelques randos itinérantes que j'ai fait aux US, hein, voilà, où finalement le contact est relativement facile, donc on va vite sympathiser et tout, et c'est quand même globalement cool, quoi. D'accord, donc la randonnée comme ça aux États-Unis, c'est un petit peu comme le trail, tout est à la cool et on est bien accueilli. Donc tu nous incites à Ouais, y aller. souvent, ouais, typiquement, oui, c'est. Alors après, c'est pareil, hein, ça dépend aussi un peu de chaque, ouais, un peu du hasard aussi, hein. Typiquement, Mmh. j'avais fait le Colorado Trail il y a quelques années en randonnée, hein. Et ouais, j'ai passé 15 jours à randonner avec des jeunes Américains que je connaissais pas du tout. On s'était juste trouvé sur le sentier, comme c'est un sentier où on bivouac et tout. Donc voilà, c'était super chouette de faire tout le trajet ensemble et c'était vraiment une super expérience. Et il y a d'autres parcours aux États-Unis où on rencontrait on campait tous un peu, enfin les étapes, les campements possibles, les endroits de bivouac sont un peu toujours les mêmes. Et bah finalement tu rencontres les gens. Bon, c'est sympa, mais il y a pas la petite étincelle qui se fait. Mais globalement, c'est toujours quand même voilà, au moins très poli, très aimable et tout, et souriant, quoi, surtout. D'accord. OK, c'est intéressant d'avoir cette vision un peu globale du trail, mondial un peu, et ces différentes ambiances qu'on peut retrouver sur les différents circuits et on en parlait un petit peu tout à l'heure, il y a Vincent qui a une question, pour toi. Question sans doute déjà posée: quelle est la plus belle course que tu aimerais faire cet été? Ah, cet été, c'est difficile à dire là pour le coup. En fait, c'est vrai qu'avec cette interruption qu'on espère le plus momentanée possible de toutes les compétitions, j'avoue que je me suis assez peu projeté sur les calendriers finalement, paradoxalement, hein, parce que c'est vrai que on en parle, enfin j'en parle à longueur de temps sur Wider, mais je me suis assez peu projeté en tant que coureur finalement, donc je verrai un peu là où le vent me porte. Alors si j'ai quand même quelques belles perspectives de course, hein, notamment une course après peut-être celle de San Antao là au Cap-Vert, hein, j'espère toujours. J'ai une course aussi qui est organisée aussi par des amis sur la voie lycienne en Turquie, et ça va être chouette. Alors en principe, je vais baliser le parcours, donc je serai avant les coureurs, mais ça va être aussi une expérience sympa. Et puis c'est vrai que bon, je suis quand même un peu de moins en moins tourné vers la compétition, donc voilà. Puis c'est vrai que j'ai aussi un peu bien mal au tendon d'Achille en ce moment, donc je suis pas 100% à fond sur mes objectifs compétitifs. Mais bon, après, voilà, j'espère quand même faire quelques belles courses cet été, mais j'ai pas une course totalement précisément en tête, si ce n'est cette voie lycienne, mais en tant que baliseur, quoi, pour le coup. OK. Et alors comment tu expliques le fait que tu ne te tournes plus vraiment vers des courses, officielles en dehors de cette douleur que tu as actuellement, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ouais, bah bien sûr, il y a d'autres raisons. Bah, typiquement parce que c'est vrai que maintenant, je pense que j'ai tendance à préférer, bah, ouais, je préfère peut-être même la randonnée itinérante, le voyage itinérant,
parce que ça m'apporte peut-être encore plus de liberté finalement par rapport à une épreuve de trail qui va rester organisée. En même temps, j'aime toujours quand même le trail parce qu'il y a cet aspect vraiment convivial. Alors c'est vrai que quand je dis ça, c'est vrai que j'ai tendance à préférer aussi bah, les courses en petit comité, tout ça, même si enfin, je veux dire, les grandes messes sont quand même aussi des instants forts, hein, des moments importants du milieu et il en faut. Hein. On peut pas, voilà, ça peut pas être non plus uniquement des courses avec 15 ou 20 personnes. Mm. Mais c'est vrai que c'est celles-ci qui me tiennent souvent le plus à cœur. Après j'aime quand même, je suis quand même toujours un homme de défi quand même. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi me dire que je suis toujours capable de faire 100 km sur mes deux pieds d'un coup, tu vois. Donc typiquement, je sais que je vais encore replonger sur quelques ultra trails ou sur quelques courses aussi. Hein. Même ces dernières années, j'ai aussi pris du plaisir à recourir aussi sur des courses, même des formats beaucoup plus traditionnels, même sur route, alors que ça faisait quand même des années que j'avais pas couru, parce que finalement j'accepte aussi d'aller moins vite et que voilà, Mais bon, c'est aussi toute une évolution de ma pratique. Hein. J'ai essayé de faire en sorte aussi, enfin c'est dans mon caractère et c'est ce qui guide un peu ma passion et ma pratique, mais je suis jamais sur un mode complètement figé où j'ai toujours varié un peu les découvertes, les plaisirs, et je suis toujours quand même là-dessus. Alors c'est vrai que du coup, bah ouais, je suis passé quand même dans un mode de moins en moins compétitif ou compétiteur. Voilà. Il y a aussi un peu effectivement l'usure des tendons et tout qui me freine sans doute un peu, mais quand même au-delà de ça, ouais, voilà, je suis quand même surtout attiré par découvrir des nouveaux endroits, voilà, profiter de la nature, du patrimoine, des rencontres. Et alors, le trail peut me l'apporter, mais il y a d'autres choses qui me l'apportent aussi. Donc j'aime bien varier aussi les plaisirs et les ambiances. Ouais, non, c'est intéressant parce que c'est souvent un schéma qu'on retrouve, j'ai l'impression on a une grande envie de participer à beaucoup de courses, de faire tous les plus grands noms, enfin, et puis au bout d'un moment, on a peut-être envie aussi de se retrouver face avec la nature, tout seul, à parcourir des sentiers de façon un peu plus simple. Est-ce que c'est un schéma que tu as l'impression de retrouver chez d'autres comme ça ou Oui, quand même, oui, oui, bah c'est sûr. Bah après, je pense qu'effectivement, il y a aussi le fait que parfois on se rend compte alors même si l'effort en pleine nature, ça peut magnifier aussi l'environnement, et puis on a une espèce de rapport justement avec le paysage et tout qui peut être très fort. Mais c'est vrai que parfois, je me souviens par exemple là j'ai randonné en Vanoise ces dernières années, et auparavant j'avais surtout couru en Vanoise, et c'est vrai que refaire le tour des glaciers de la Vanoise en randonnée et sans trop se presser, bah ouais, il y a tout un tas de choses que j'avais pas vraiment vues, même si j'avais ressenti la montagne d'une façon différente en courant et en forçant sur ces mêmes sentiers. Mais c'est vrai que ça se complète bien, et typiquement, bah, il y a aussi un temps pour tout, hein, même si on peut quand même conjuguer encore. Et moi, je cours encore, hein, je suis pas non plus complètement, enfin, je suis pas du tout. J'aime toujours courir, hein, c'est pas voilà. Donc, mais c'est vrai que oui, la compétition, bah oui, il y a aussi le fait que j'en ai fait énormément aussi. Hein, et certaines années, j'avais dû courir une dizaine d'ultra trail, et forcément, il y a une petite lassitude physique et tout. Et là, je me sens pas de m'impliquer autant dans cette pratique-là, qui est quand même aussi très très demandeuse en énergie à la fois physique et psychologique. Hein, donc c'est quand même un engagement assez fort. Alors du coup maintenant, typiquement ces dernières années, je me suis davantage limité, sauf évidemment là, 2020, c'est un peu compliqué voilà, mais typiquement avant, je faisais plus que deux, trois courses vraiment longues par an, quoi, typiquement. Et ça me permettait quand même d'avoir une respiration plus importante, et de concilier aussi beaucoup mieux, bah, à la fois mon travail, ma famille aussi. Maintenant, je suis papa, tout ça, donc c'est un peu différent.
et voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu des années, des années un peu extrêmes, quoi. Alors, tout est relatif, évidemment, hein, mais dans une pratique quand même très, très intensive. Et voilà. Et c'est vrai aussi que mes voyages à pied m'ont aussi un peu ouvert sur quelque chose de moins compétitif et voilà, ça m'a aussi un peu donné encore plus le goût voilà, de l'effort, mais sans la contrainte aussi ou la pression de la compétition. Ok, c'est intéressant, j'aime bien le parcours comme ça des personnes, souvent se tournent vers plus de simplicité. Ok, ça se retrouve, ça revient souvent, je trouve. Alors, il y a Didier qui dit: Salut Sylvain, raconte-nous tes péripéties lors de ta traversée du Népal en solo. J'ai vu passer ça, effectivement. Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu? Oui, bah c'était il y a bientôt 10 ans, hein, donc ouais, j'avais eu l'idée, je sais pas si c'était une bonne idée de traverser l'Himalaya népalais tout seul, hein, donc le Great Himalaya Trail, hein, mais qui est un sentier compliqué parce enfin en tout cas il y a à cette époque-là, il existait un peu que sur les cartes. Parce que finalement, il y a quand même des endroits qui sont très très compliqués. En fait, au Népal, toute la zone, on va dire centrale, où il y a les chemins de trek, ça va. Ça reste des chemins techniques, parfois même à la limite de la haute montagne, mais c'est souvent praticable. Et puis c'est vrai que les deux extrémités est et ouest du pays sont vraiment sauvages et c'est vraiment des endroits très compliqués. Et du coup là j'étais tout seul donc dans l'est du Népal dans une zone entre le Kanchenjunga et le Makalu. On était en septembre, mais la mousson avait été tardive, donc j'étais dans une jungle de bambou, ça glissait à fond, quoi. Et en fait là, je me suis cassé le bras droit d'abord un peu bêtement d'ailleurs en traversant un torrent. J'étais vraiment tout près du bord et j'ai glissé. Je me suis sans doute mal réceptionné, donc c'est la chute que tu fais 100 fois sans rien trop te faire mal. Et puis là, bon, j'ai bien senti d'abord que j'avais mal et puis que mon, l'axe de mon poignet et de mon coude n'était plus le bon, quoi. Et puis voilà, puis j'avais pas trop le choix, hein. J'étais sur un col qui s'appelle, enfin un col, un petit sommet même qui s'appelle le Lumba Sambala, et donc un peu plus de 5003 à peu près, hein. Et donc bon bah voilà, je suis descendu, j'ai continué, hein, donc avec le bras cassé, puis j'ai fini quand même par arriver. C'était une journée très très longue, hein. J'avais dû marcher peut-être 12 ou 13 heures et à très bonne allure, hein, voilà. Et puis je suis arrivé dans un village qui est un camp de réfugiés tibétains qui s'appelle Toudam. Et c'est un peu vraiment le bout du monde, hein. Là, je pense que je suis pas allé dans beaucoup d'autres endroits plus paumés. Et là, bon voilà, j'arrive avec mon bras cassé. Et un peu par miracle, il y avait une expédition de Japonais qui étaient là, des vieux Japonais qui avaient mis 5 jours à faire ce que j'avais fait pendant la journée, tu vois. Ah oui. Mais ils m'ont beaucoup aidé et je suis reparti avec eux en fait parce que bon, j'avais déjà ce bras cassé. Et puis eux, ils avaient tout un staff, hein. Il y avait une vingtaine de Sherpas avec eux, de Népalais. Donc voilà, c'est des gens aussi très très expérimentés. Puis 2 jours plus tard, je suis retombé à nouveau dans un glissement de terrain. Et là, je me suis recassé le bras droit, je me suis cassé le bras gauche. J'avais toute la main ouverte. Il y avait bon des rochers énormes qui me sont passés vraiment à 5 cm de la tête. Donc j'aurais pu vraiment mourir sur ce coup-là. Et puis du coup, grâce à mes amis japonais qui m'ont aidé à remonter, qui ensuite m'ont vraiment beaucoup aidé en 2 jours de marche supplémentaires où là j'avais vraiment les deux bras cassés et puis donc tout un tas d'autres soucis. On a pu regagner un village où là on a pu appeler les secours et donc direction Katmandou. Et tout ça, voilà. Et puis du coup pour remercier parce que c'est vraiment grâce à ces 3 Japonais et leur staff népalais que je suis encore là. Je suis allé au Japon l'année suivante et j'ai marché sur le chemin des 88 temples. Voilà. Et le chef de l'expédition, qui était un himalayiste très connu, hein, qui s'appelait, enfin son surnom c'était Typhoon Dolpo. Il y a même une montagne qui porte son nom au Népal, le Typhoon Peak. Voilà, et lui, c'est vraiment un homme extraordinaire, très très chouette. Il s'est vraiment occupé de moi les 3 mois où je suis resté au Japon, comme si j'étais son fils. Et bon, malheureusement, il est mort d'un cancer.
de 3 ans après, mais je l'oublierai jamais parce que c'est vrai lui et ses amis m'ont vraiment sorti d'une très mauvaise passe. Mais j'ai eu quand même beaucoup de chance dans mon malheur parce que c'était quand même un accident bien compliqué dans un endroit qui était vraiment pas facile d'accès et il fallait s'en sortir, quoi, voilà. Ok, super histoire. Ouais, c'était. Ah, Ah, super. Super parce non, que non, ça s'est bien terminé, mais tout à fait, ouais, non, c'est. des anecdotes comme ça, tu t'en as beaucoup Ouais, j'en ai. Bon, celle-ci est quand même la plus dramatique, hein. Ouais, non, non, j'ai pas autant risqué ma vie ni eu d'autres gros soucis au cours de mes voyages, hein. Après, c'est vrai que je fais quand même souvent des destinations un peu moins risquées. Et puis, alors, c'est vrai que par contre, ça m'a typiquement. Une chose que je ne fais quasiment plus, c'est vraiment de partir tout seul dans des endroits trop, trop dangereux ou trop sauvages, quoi. Voilà. Après, bon, typiquement, je suis tu reparti tout seul. dirais que tu as peut-être brûlé ou Non, non, pas du tout en plus. Non, 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 moi je suis quelqu'un de prudent, donc ah oui. oui, Et oui, non, comment non. est-ce que tu prépares ce genre d'expéditions qui n'existent pas vraiment en fait? Bah là, bon, j'avais quand même préparé avec les cartes, ce qu'il existait comme documentation, puis après, bah, tu prévois plus ou moins ton parcours, et voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, hein, typiquement. Parce que c'est vrai que quand j'entends certaines personnes qui ont du mal à organiser un try-off autour de chez eux et Ouais. qu'il y a certaines personnes qui arrivent à partir à l'autre bout du monde sur des chemins qui n'existent pas, euh, comment ça se fait Après, c'est aussi une question d'expérience, tout ça. Alors, c'est vrai aussi que c'est un petit truc que j'ai constaté, si je peux comparer un peu le milieu du trail et de la randonnée. Bah, typiquement, le trailer, si je fais des grosses généralités, il a quand même souvent besoin d'un cadre, hein, d'une organisation. C'est aussi pour ça qu'il a besoin de courses. Alors que typiquement, le randonneur, bon, bah, il va regarder des traces GPS, un guide et machin, et il y va. Et puis, si jamais il peut même, avec de l'expérience et tout, se construire son propre voyage. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit ou une façon de faire qui est davantage, enfin qui est plus courante en tout cas chez les randonneurs ou chez les voyageurs cyclistes, même que chez le trailer qui reste un coureur à pied habitué à avoir un parcours et tout. Mais bon, les choses changent aussi, et puis effectivement, bah, le développement de certaines applications, puis le développement du off aussi, et puis même des parcours simplement balisés, on va dire du trail hors compétition, fait que bah, ça va un peu rentrer dans les mœurs, mais c'était pas, on va dire, l'habitude et la culture de base, je pense, du coureur à pied et donc du trailer. Mais ça y vient un petit peu par la force des choses là avec l'annulation de toutes les courses, les gens s'y mettent quoi au Bah oui, off. oui, complètement, ouais. Mais moi, d'ailleurs, je suis plutôt content de ça parce que finalement, moi, ma pratique du trail, elle a été beaucoup basée ce qu'on appelle le off depuis le début, parce qu'en fait, typiquement, je me souviens, on faisait des records entre guillemets, ou des recos plutôt, même sur des parcours type avec Philippe Delachenal il y a 10 ou 12 ans par exemple, Philippe qui était vraiment un des grands pionniers aussi du trail, hein, qui a organisé aussi beaucoup d'épreuves et tout, et qui typiquement lui c'était vraiment le gars qui allait partir sur un parcours, sur un sentier, voir comment ça se passait et tout, et on avait fait des choses comme ça sur le Tour de la Lausière, le Grand Tour de Tarentaise qui venait juste, enfin qui n'était pas encore tout à fait balisé, des trucs comme ça. Donc ça, c'était typiquement dans cet esprit-là. Et si ça peut devenir une pratique plus courante parmi les trailers, je trouve ça quand même chouette parce que c'est aussi pour moi vraiment le plaisir de courir et découvrir. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on est aussi plus livré à soi-même, encore plus que sur une course, parce que bon, sur une course, on reste quand même un peu livré à soi-même, même si, parce qu'on est tout seul à gérer notre effort, et puis ça reste un sport solitaire. Mais sur les aventures comme ça, un petit peu off, c'est vrai que là, on est vraiment tout seul, et ça demande aussi d'autres compétences que le coureur n'a pas, la gestion de l'autonomie, quoi, tout simplement.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il faut souvent se renseigner sur ouais, les possibilités de ravitaillement, les points d'eau, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'était pas forcément un réflexe ou une culture qui était très très présente finalement chez le trailer, même paradoxalement, parce que finalement on évoluait sur les mêmes terrains typiquement que les randonneurs, mais on avait moins cette approche justement de dire bah ouais là il y a un refuge donc c'est bon, on peut y aller, ou là il y a un point d'eau, donc je vais prendre une gourde filtrante et puis je serai tranquille quoi. C'est vrai qu'il y avait moins cette idée-là. Après il y a toujours aussi quand même la question de l'autonomie, du poids du sac et tout, qui est quand même assez Mm. importante en trail parce que enfin, du coup, si on veut passer du côté randonneur de la force, même si de toute façon la frontière elle est toujours un peu fluctuante, hein, parce qu'entre de la randonnée rapide, du fast hiking ou du trail, surtout quand on parle de off, bon, c'est pas toujours, c'est presque plus un terme on va dire de positionnement. Autant que de vitesse de déplacement presque. On peut parler aussi d'alpitrail. J'ai Ouais, découvert alors ça c'est ouais. ce terme récemment. Là. Ouais, alors ça c'est plutôt pour le coup, je pense une pratique un peu élitiste hein, pour le coup, disons qui va concerner vraiment des gens qui sont vraiment à l'aise sur de la montagne technique, sur des choses un peu voilà, qui est une pratique bah oui qui s'est un peu inspirée forcément de Kilian Jornet, hein. Enfin après on peut aussi mettre pas mal de choses derrière cet alpitrail, mais ça, c'est peut-être à prendre avec un peu plus de prudence, en tout cas on va dire pour le pratiquant lambda. Tout à fait, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. On n'est pas Ouais, tous Kylian Jornet. c'est sûr. Même si on aimerait bien. Hein. Ouais, moi, ça me manque pas en fait de pas être Kylian Jornet, tu vois. Moi, Je crois que des non, fois, non. il aimerait bien ne pas être lui, hein, parce que Ah bah après, enfin non, mais je veux dire, il a tracé sa voie et tout. je crois que c'est pas trop son truc, mais bon. Si je Non, le non. reçois un jour, je lui poserai la question. Alors, il y a Fleur qui nous demande s'il y a une aventure qui te fait rêver, mais qui te paraît difficile à réaliser. Ouais, alors bah il y a des choses que j'ai remises à plus tard typiquement, mais ouais, il y a de toute façon plein de choses qui me font encore rêver, hein, c'est toujours pareil. J'avais prévu bah typiquement ouais traverser les États-Unis en courant par exemple, ça c'est toujours un truc qui me titillerait. Après là bon typiquement je sais que ces toutes prochaines années ça va être un peu compliqué à mettre en place. Mais ce genre de choses, ouais, j'ai encore des bonnes envies comme ça. Alors plutôt ouais sur des grandes itinérances de ce type-là. Ouais, les États-Unis, ça me plaît bien parce que j'ai l'expérience que j'en ai, j'ai trouvé ça chouette. Mais après, je ferai sans doute beaucoup d'autres choses avant de faire ça, par exemple, hein. Alors après, il y a des choses ouais, non, en fait, les choses qui me font vraiment rêver, je sais qu'elles sont quand même réalisables. En fait, bah, typiquement, les choses dont je suis totalement incapable me font moins rêver, quoi. Typiquement, je suis pas nageur, je vais pas rêver de faire un méga triathlon en traversant l'Atlantique à la nage, par exemple. Mais ça va pas me manquer forcément parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles et donc voilà, il y a encore plein plein de choses qui me font rêver et difficiles à réaliser. Après, ouais, ça peut. Enfin, si, il peut y avoir des choses qui me tentent très bien, mais qui sont trop chères ou qui prennent trop de temps. Et voilà, mais après, j'ai pas de frustration, en tout cas. Enfin, un petit peu en ce moment, parce que c'est vrai qu'on bouge vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais autrement, non. Et voilà, je peux aussi très bien, même ouais, l'an dernier, par exemple cet été, je suis resté finalement en France et dans les Alpes et ça me va bien aussi, hein. J'ai pas forcément non plus de. Besoin de partir à l'autre bout du monde. Non, non, non. Enfin, j'aime bien, hein. J'ai toujours, j'aime beaucoup voir le monde et tout, mais typiquement, c'est pareil, hein. Ces dernières années, c'est un peu comme pour les ultra trail, les voyages très lointains, j'en fais un ou deux par an, pas plus, parce que, alors bon, certes, il y a
aussi l'aspect écologique, etc. Mais typiquement, même sur une pure écologie du corps, ça fatigue. Hein. Je veux dire, typiquement, se prendre 12 heures de décalage horaire, si c'est pour rester 3 jours dans le pays, ça vaut vraiment pas le coup. Quoi. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Alors, je suis content que Didier pose la question au sujet du chemin de Compostelle parce que c'est un parcours qui m'intéresse personnellement et que j'aimerais bien faire un jour. Quelle était ta part de spiritualité dans ton cheminement? Bah, elle était quand même importante. Alors de spiritualité, en tout cas de recherche de soi-même, peut-être de recherche d'un être supérieur sans doute. J'avais aussi moi je suis quand même très sensible à l'histoire, au patrimoine et dans les chemins de Saint-Jacques et typiquement tous ces sentiers historiques que j'apprécie particulièrement. On sent aussi vraiment un héritage de tous les pèlerins, tous les marcheurs qui nous ont précédés sur ces sentiers-là. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours touché. Et c'était vraiment aussi ça qui m'intéressait dans ma découverte des sentiers de Compostelle. Après, c'est vrai aussi que ce sont des sentiers qui me plaisent parce qu'il y a aussi un bel équilibre justement entre nature et culture. Et puis, il y a justement toute la trace de cette spiritualité passée. Hein. C'est des chemins où il y a forcément évidemment beaucoup d'édifices religieux, mais qui imprègnent aussi voilà, parce que sans être religieux, on est forcément un peu imprégné de cette spiritualité. Hein. Typiquement, un paysage comme l'Aubrac, par exemple, c'est quelque chose qui a été façonné par des moines et il y a une certaine résonance dans ces grands espaces peut-être aussi ils engendrent aussi une certaine forme de méditation et d'introspection qui est particulière et alors qu'on retrouve aussi sur beaucoup d'autres sentiers et c'est un état d'esprit qu'on peut de toute façon avoir en marchant et en courant aussi d'ailleurs, même si peut-être avec des nuances différentes. Mais typiquement, je pense que c'est les chemins de Compostelle, oui, ils font écho de cette spiritualité passée dont je pense mon passage, en tout cas, a essayé de se nourrir. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un discours que j'ai déjà entendu aussi que, en fait, ce chemin-là, même si tu es pas religieux, il y a une espèce de recherche de la foi, enfin la foi en ce qu'on veut, hein, ouais, tout à fait, bref, en ce qu'on veut, et que chaque personne qui parcourt ce chemin-là sur une distance, peu importe la distance, retrouve en fait cet esprit et cette ambiance sur ces chemins-là. C'est assez particulier. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, je pense aussi que après on rencontre aussi des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit, dans le même cheminement, donc forcément ça y participe aussi. Et puis c'est vrai que c'est souvent alors c'est souvent des chemins qui sont pas forcément très difficiles ou dans une nature et quoique c'est très très variable. Hein, il peut y avoir des endroits des montagnes, il peut y avoir des endroits beaucoup moins charmants d'ailleurs aussi, comme même des banlieues de ville. Mais c'est aussi ce qui fait la différence sur un chemin de Saint-Jacques, typiquement. S'il faut traverser la banlieue d'une ville espagnole pour arriver à la fin de son étape, on le fait et c'est là un peu qu'on est dans la différence avec, on va dire, la randonnée, quoi, la randonnée de plaisir, où forcément on va essayer de trouver le parcours le plus beau possible. Et sur un sentier comme ça, on prend ce qu'il y a sur le sentier, même dans les moments un peu difficiles où finalement la marche là devient vraiment voilà, il faut avancer et c'est peut-être justement juste le fait d'avancer qui nous fait rentrer aussi dans cette introspection et dans cette recherche de soi et peut-être d'autres choses. C'est chouette, c'est une belle histoire. J'aime bien. Il faut vraiment que je prenne le temps d'aller faire ces chemins-là parce que ça fait vraiment envie. Ça fait vraiment envie. Écoute, ouais, je pense. Tu peux même partir de chez toi, hein, typiquement en Bretagne, il y a quelques voies de Saint-Jacques et on peut. Mais c'est ce que j'ai découvert en fait. À l'origine, je pensais que c'était un chemin, une seule voie, et en fait, c'est une sorte de ramification qui va vers l'arrivée. Tout à fait. L'arrivée est commune, si tu veux, mais il y a il y en a vraiment énormément. Et puis alors, c'est vrai aussi qu'avec le succès des chemins de Saint-Jacques, il y a des voies plus ou moins historiques qui se redécouvrent et qui se rebalisent, etc. Mais oui, typiquement,
Alors, j'ai jamais vraiment parcouru le chemin breton, hein, j'ai déjà croisé, mais il y a effectivement un chemin, enfin plusieurs parcours de Saint-Jacques en Bretagne qui ensuite vont rejoindre bah, du coup la voie de Paris et de Tours. Et voilà. Ok, intéressant. Affaire à suivre me concernant. Ça peut être un bon défi, hein, surtout que ça fait, si tu vas jusqu'à Saint-Jacques, ça fait quand même des bornes. Hein. Ouais. La première fois que je suis parti vers Saint-Jacques, j'habitais Aix-les-Bains, donc j'étais parti de chez moi. Ça faisait 2000 km, mais du Finistère, moyen que ça soit au moins aussi loin, voire un peu plus même, je pense. Ouais. Bon, il y a d'autres choses à faire avant. Oui, non, c'est sûr. Alors, on en a parlé un petit peu au tout début, mais là actuellement, tu as une grosse quand même actualité, c'est que tu as un livre qui va sortir dans 15 jours, Oui, le 23 si je ne me trompe pas, tu qui est te actuellement trompes pas, non. en précommande, qui s'appelle Révolution Trail, que tu as co-écrit avec Véronique Billat. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre et de ce nouveau livre, parce que c'en est un nouveau. Oui, bien sûr, oui, bah oui. J'ai publié pas mal de livres ces derniers temps et je vais continuer d'en publier quelques-uns. Mais c'est vrai que les autres sont davantage sur la marche et le vélo. Et celui-ci est sur le trail. Et alors pour moi, c'est déjà, ouais, c'est un honneur surtout de co-signer un livre avec Véronique Billat parce que pour moi, depuis que je cours, c'est quand même un nom qui est très connu. Je me souviens il y a déjà pas mal de temps, on tentait tous de lire et de comprendre son VO2 Max et Performance, hein, qui est un livre qui a fait date un peu dans l'histoire de la physiologie de l'effort d'endurance, bon, qui était pas forcément très très simple à comprendre. Il fallait un bon niveau scientifique, mais c'est vrai que Véronique, c'est une grande chercheuse. Hein, c'est quelqu'un qui continue d'ailleurs toujours avec la même énergie. Hein, c'est quelqu'un d'extrêmement énergique et qui est vraiment très passionné aussi. D'explorer un peu l'effort et notamment surtout l'effort d'endurance et la course à pied à travers la science. Hein, et non seulement elle cherche, mais elle trouve aussi beaucoup de pistes vraiment intéressantes. Et dans ce livre-là, donc elle livre un peu sa vision de l'entraînement du trail qui va surprendre, je pense, pas mal de lecteurs. Et ce qui m'a plu aussi dans sa démarche, c'est que au-delà même au-delà, en même temps, c'est lié aussi à ses dernières recherches en physiologie. Mais si tu veux, la construction de son entraînement est quand même très liée au plaisir de courir, à la sensation et à la liberté, justement. On en parlait un peu tout au long de notre échange, mais la liberté de courir que représente le trail. Et elle construit un système d'entraînement qui est vraiment validé sur le plan scientifique, qui est aussi assez révolutionnaire, hein, tout est dans le titre, mais qui valide vraiment, si tu veux, à la fois cette liberté de courir que continue de représenter le trail et le plaisir de courir qui est très basé aussi sur l'aspect cortex cérébral, sur les sensations, beaucoup plus que sur tout le temps être fixé, par exemple, sur un GPS ou un chrono. Et c'est vraiment, ouais, ça c'est vraiment intéressant. Alors moi, j'ai contribué à ce livre sur un chapitre historique, hein, qui présente justement le trail. Alors c'est aussi pour ça que ça se lie bien avec les propos de Véronique, mais donc à la fois sur les origines du trail, hein, qui reste, à mon sens, une discipline de la course à pied, hein, même si elle a été nourrie de bien d'autres disciplines, notamment de pratiques de pleine nature, mais qui trouve quand même majoritairement son origine dans la course à pied et qui a apporté un vrai renouveau, une vraie révolution justement dans cette course à pied et voilà, avec justement la liberté de courir en nature. Et voilà, après j'évoque un peu toute l'évolution du trail et le succès assez fulgurant de la discipline, puisque ça reste une discipline très très jeune. Hein. Enfin, tu vois, quand je parle de mes premiers Templiers en 99, c'était
quand même assez difficile d'imaginer que le trail allait prendre autant d'importance, même si on pouvait sentir qu'il se passait déjà un truc. D'accord. Dès le départ, tu penses que... Ouais, il y avait quand même un engouement. Alors, c'était beaucoup plus restreint mais il y a quand même rapidement eu quelque chose qui s'est déclenché, je pense. Et est-ce que tu penses, parce que souvent, alors le parallèle va peut-être être un peu bancal, celui que je vais faire, mais quand quelque chose vient à devenir populaire très rapidement, typiquement une star de télé-réalité, elle est très vite populaire, mais sa décroissance est aussi très rapide. Ouais. Est-ce que tu penses que, enfin, elle est très vite plus connue du tout. Oui. Est-ce que tu penses que le trail, ça peut connaître cet effet-là? Je pense pas, parce que c'est quand même typiquement, si on continue la comparaison avec la star de télé-réalité, c'est une popularité, une célébrité qui est beaucoup moins artificielle. Elle n'a pas été vraiment poussée alors certes, il y avait eu un aspect médiatique dans le développement du trail. Typiquement, les Templiers, par exemple, au début, ont joué un grand rôle. Et c'est vrai qu'ils étaient organisés par le magazine qui, à l'époque, était parmi les 2-3 plus influents du milieu de la course à pied. Mais voilà, je pense que c'est pas comparable, parce que finalement, c'est quelque chose qui s'est fait très vite, mais qui répondait, je pense, à une aspiration profonde de la société. Et qu'on retrouve aussi dans l'engouement pour d'autres disciplines, et là qu'on va peut-être même encore plus voir dans ces quelques prochaines années, avec un peu aussi ce que va provoquer l'enfermement collectif, et voilà, il y a une appétence pour la nature encore plus forte. Donc je pense pas que le trail va s'éteindre comme ça tout de suite, et je pense que c'est même rentré déjà dans une certaine familiarité. Donc non, je pense que le trail a encore de beaux jours devant lui. Même s'il connaît des révolutions, il a encore Tout de à beaux fait, jours. ouais. Ouais. Après, je pense que c'est un peu d'ailleurs de mon propos dans le livre que je publie avec Véronique Billa. À mon sens, le trail parle dans plusieurs directions. Il y a aussi un développement très compétitif, très élitiste aussi, qui est quand même important, avec aussi des médias. On en parle aussi sur Wider, et des sponsors, et des enjeux sportifs, etc., qui sont quand même différents de ce qu'ils étaient il y a 10 ans, où c'était quand même beaucoup plus gentillé. Mais aussi le développement du off, la popularité de la discipline qui est au-delà de ça. Donc je pense qu'il y a plusieurs directions. Il y a un peu un croisement de sentiers dans le développement du trail, mais en même temps, c'est pas forcément incompatible qui se développe dans plusieurs directions simultanément. Ok, ça marche. Alors, Vincent, encore une question qui nous demande si tu as déjà écrit plusieurs. Tu en as déjà écrit plusieurs, mais quel livre aimerais-tu écrire? Alors écoute, là j'en écris encore actuellement. Il y en a pas mal d'autres qui vont sortir cette année. Alors plutôt des beaux livres. Là, voilà, il va y avoir Marcher en France. Il va y avoir un livre sur le chemin de Compostelle, mais un beau livre cette fois-ci, avec des belles images. Après, du coup, moi, je serais tenté, même si pour l'instant, j'en ai pas vraiment le temps, j'ai pas non plus l'expérience de ça, mais ouais, j'aimerais bien écrire de la fiction aussi, tu vois, parce que là, pour l'instant, je n'ai écrit que des récits, des essais et des beaux livres. Alors, ouais, j'aimerais bien écrire de la fiction, peut-être pour les adultes ou pour les enfants, parce que maintenant, du coup, j'ai une petite fille, j'aimerais bien écrire aussi pour elle. Et puis c'était un peu ça, pour le coup, c'était aussi un peu mon rêve d'enfant. Écrire des DPD, des choses comme ça? Ouais, voilà, ouais, typiquement, c'est ce que je voulais faire enfin, jusqu'à mes 17-18 ans, tu vois, être auteur de bande dessinée ou de livres pour enfants. Donc je désespère pas, tu vois, mais après je sais pas du tout si ça se fera ou pas, mais Tu dessines aussi un petit peu?
Ouais, j'ai arrêté de dessiner il y a longtemps. Là, faudrait vraiment que je m'y remette. Mais bon, après, ça peut être aussi des collaborations. Hein. Tu vois, mon premier livre, c'était une très belle collaboration avec Mathieu Forichon, le dessinateur qui est très connu dans le trail de Des Bosses et des Bulles. Donc c'était très chouette il avait illustré mon récit sur le Saint-Jacques en courant, hein, c'était Pèlerin Express et typiquement voilà, ça pourrait être d'autres collaborations dans ce genre-là. Mais c'est D'accord. vrai que là pour le coup le petit rêve ça serait d'écrire de la fiction. Mais D'accord. Intéressant. voilà, à voir si j'y arrive ou pas. Ok, alors je suis désolé parce qu'il y avait beaucoup d'autres questions, mais j'en affiche une dernière parce qu'on a déjà passé Bah l'heure. oui, ouais, tout à fait. Une anecdote ou une belle rencontre lors de ces aventures, hormis les Japonais. Voilà, allez. Alors ça aussi c'est difficile à dire parce qu'il y en a vraiment tellement que bah écoute sur la Via Francigena j'avais été très touché parce que donc la Via Francigena c'est le chemin de pèlerinage qui va de Canterbury à Rome, hein, que c'est l'ancien chemin de pèlerins des pèlerins qui allaient à Rome et qui reprend le parcours d'un archevêque anglais du Xe siècle, hein, qui était parti de Canterbury, qui était allé à Rome, qui était lui revenu à Canterbury. Et donc moi j'étais parti de Canterbury et typiquement bon, j'avais à l'époque, je faisais ça aussi avec des sponsors, hein, qui étaient Chamina en France, donc l'agence de voyage spécialisée dans les chemins historiques, hein, qui m'avait quand même très gentiment aidé. Et puis il y avait leur réceptif, hein, donc l'agence qui bossait avec eux en Italie. Et typiquement, j'avais rencontré le patron de l'agence, Gabriel, une ou deux fois à Annecy. Et puis juste une fois, pendant 2 heures, j'avais rencontré un gars Stefano, qui était juste le responsable de la partie trail d'ailleurs de cette agence qui organise des très jolies courses par étapes en Italie, hein, le Sicilia Volcano Trail ou l'Amalfi Coast Race. Et je l'avais vu une fois pendant 2 heures et il m'attendait donc au sommet du Grand Saint-Bernard à la frontière de la Suisse et italienne. Donc il marque le passage en Italie de ce parcours. Et il m'a dit bah écoute le soir donc on parle et tout, et il me dit bah écoute si tu veux j'ai un peu fait de la publicité autour de ton projet tout ça, donc j'ai un peu d'un budget et puis soit tu veux je te donne tout l'argent, tu vas tout seul, soit on partage et moi je t'accompagne jusqu'à Rome et tout ça. Et donc il m'a accompagné jusqu'à Rome et c'était assez extraordinaire parce que tout le long là de cette traversée de l'Italie j'avais un peu des gens comme ça qui venaient courir avec moi. Des matins, on était 12 ou 13, il y avait un petit côté Forrest Gump qui était assez chouette et ils étaient vraiment super enthousiastes juste parce que bah, voilà, j'avais décidé de courir de Canterbury à Rome et ils trouvaient ça tellement chouette que voilà, ils venaient me rencontrer et c'était vraiment des super moments. Et bon, j'aime beaucoup l'Italie, mais c'est vrai que ça reste un super souvenir et il y a cet enthousiasme-là qui était vraiment super, super chouette, quoi. J'aime beaucoup l'image avec Forrest Gump. On Ouais, visualise tout de suite l'idée. mais c'était un peu ça quand même, hein. Mon petit niveau, c'était quand même vraiment chouette de voir des gens bah ouais, qui te connaissent pas et qui viennent juste courir avec toi parce ils trouvent ça chouette que tu puisses aller comme ça de Mais l'Angleterre à c'est vrai l'Italie en que ces courant. événements-là occasionnent des rencontres toujours fabuleuses. Toujours fabuleuse Ah et ouais. j'imagine que tu pourrais nous en raconter encore pendant toute la soirée, mais ça fait Oui, déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Alors Sylvain, où est-ce qu'on peut retrouver, on en a beaucoup parlé de Wider déjà, mais où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de ton travail, où est-ce qu'on peut retrouver tes livres, etc. Alors bah écoute, bon, Wider, on peut le retrouver sur le site, hein, widermag.com, et puis bon évidemment en kiosque, hein, dans tous les bons kiosques. Mes livres, on les retrouve en librairie ou bah, chez les libraires en ligne, hein. Alors, il y en a un qu'il faut pas citer, mais il y a tous les autres, hein. Il y a la Fnac, De Citre, etc. Bah, le plus simple, évidemment, c'est de taper Sylvain Bazin, parce que j'ai plusieurs éditeurs, hein. Là, je publie chez Grund, chez des Glénat, qui est une très belle maison d'édition grenobloise, hein, comme chacun sait. Et voilà, donc
donc on les retrouve un peu partout. Et alors typiquement aussi pour finir sur le livre que je publie avec Véronique, lui il est publié chez Debuck Supérieur, c'est un éditeur universitaire hein, qui est très très spécialisé justement dans la science du sport hein, et voilà. Mais on le trouve, il est tout à fait disponible en librairie à partir du 23 février et tous les autres le sont aussi. Voilà. Ok, super. Je mettrai le lien pour précommander le livre dans la description et le lien aussi de Wider aussi dans la description. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble du travail de Sylvain dans la description. Merci beaucoup, Sylvain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 en dernier mot? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Un mot. Allez, sortir. J'aime bien. Super, merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup à tous d'avoir été présents lors de cette nouvelle émission encore avec Sylvain Bazin. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain avec un nouvel invité qui sera encore exceptionnel. Donc merci beaucoup à tous, très bonne soirée à tous, bye bye. Merci, bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.